merci beaucoup pour la présentation et merci pour m'offrir l'opportunité de présenter ce travail qui est donc un travail qui découle de mon mémoire de Master 2 et merci aux organisateurs et organisatrices pour le remarquable agencement de ce panel et de cette matinée puisque j'ai pu voir qu'entre ce qui a été dit par Éric Fassin ce matin et juste maintenant par Pierre Nicolas, effectivement, tout coule de source et ça va très bien se suivre. Donc, merci pour ça. Donc, la communication que je propose aujourd'hui, euh, elle porte sur un espace particulier de production et de diffusion d'idées qui s'appelle donc la revue Le Débat, qui est une revue intellectuelle, une revue généraliste sur laquelle donc j'ai travaillé dans le cadre de ce mémoire de master. Alors, certains d'entre vous connaissent et situent déjà sans doute cette revue, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc l'enjeu pour moi, ça va être d'arriver à être à la fois précis sur la revue et en même temps arriver à vous faire apprécier la nature de cette revue, sa situation, son rôle dans le paysage intellectuel français, en particulier pour celles et ceux qui ne sont pas français de fait. Euh, donc pour situer rapidement cette revue, elle est donc créée en 1980 et pendant 40 ans, c'est un lieu assez incontournable de la vie intellectuelle française. C'est pas une revue qui a une prétention scientifique, mais c'est quand même une revue qui a un certain prestige. Et si on est un chercheur ou une chercheuse et qu'on souhaite intervenir dans le débat public, bah, c'est un espace, cette revue, où est offert la possibilité de développer de longs raisonnements avec en plus une certaine visibilité. Et donc ça explique qu'on y retrouve une part majoritaire d'universitaires parmi les contributeurs, contributrices. Mais ce qui m'a interrogé, ce qui m'a intéressé, c'est que malgré ce succès, les deux directeurs de la revue, donc Pierre Nora, Marcel Gaucher, que vous voyez sur le PowerPoint, qui sont donc des historiens de formation, mais je les appelle plutôt des historiens éditeurs, parce qu'une très large partie de leur carrière est plus une carrière éditoriale qu'une carrière de recherche. Donc Pierre Nora, Marcel Gaucher annoncent en 2020 l'arrêt de la revue, ils mettent fin à la publication de cette revue, et donc c'est une séquence qui a donné lieu à une forme de tournée médiatique, puisque dans les semaines et les mois qui ont suivi, les deux directeurs de la revue vont aller sur plusieurs plateaux de radio, livrer des interviews dans la presse pour justifier leur décision. Il va y avoir aussi une assez grosse couverture médiatique, hein, avec plusieurs articles dans la presse pour déplorer, parfois plus à la marge pour se satisfaire de la fin de la revue Le Débat. Euh, mais globalement, le cadrage principal dans les médias sur la fin de cette revue, c'est une interrogation sur la signification de l'arrêt de cette revue. Donc, de quoi la fin du débat est-elle le nom? Alors, Marcel Gaucher et Pierre Nora, eux, ont leur explication. Pour eux, l'époque est marquée par une érosion de la curiosité encyclopédique et surtout par le retour à certaines formes de radicalité idéologique, pardon, contre lesquels précisément la revue s'était construite. Donc leur analyse, c'est que il y a une dégradation du climat dans la vie des idées qui serait devenu trop défavorable au débat. Et ça, c'est un cadrage qui va être repris par plusieurs intellectuels proches de la revue qui évoquent la fin de la possibilité même du débat démocratique, dont la revue aurait justement été le symbole, et voire même la fin de l'intellectuel français. Donc voilà, on assiste à une rapide requalification de l'arrêt de la revue en symptôme de la fin d'une ère intellectuelle. Tout ce cadrage qui se construit donc sur la fin de la revue, il s'inscrit dans un discours plus large dont on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui sur la dégradation de la vie des idées par un retour de certaines radicalités notamment et certaines idéologies, qui est un discours qui met aussi en question les atteintes au bon fonctionnement des espaces d'enseignement et de recherche, qui seraient désormais aussi menacés par ces mêmes problématiques. Et cet entremêlement, on le constate notamment par le fait que une partie des contributeurs et contributrices habitués de la revue Le Débat se sont retrouvés en 2020, donc au moment de l'arrêt de la revue, dans des prises de position, des initiatives collectives qui visaient, entre autres, à la dénonciation des dangers qui pèseraient non seulement sur la vie intellectuelle, mais aussi sur
la liberté académique. Donc on a le manifeste des 100, notamment pour n'en citer que trois, il y a le manifeste des 100 dont on a parlé, dans lequel on retrouve 14, parmi les signataires, on retrouve 14 contributeurs, contributrices actifs de la revue Le Débat, dont Pierre Nora et Marcel Gaucher. Euh, Dans l'Observatoire du décolonialisme des dérives identitaires, qui s'appelle maintenant Observatoire d'éthique universitaire, on en retrouve 5. Et puis dans la participation, parmi les participants au colloque après la déconstruction, qui s'est tenu en septembre, en janvier, pardon, 2022, à la Sorbonne et qu'on retient comme le colloque du wokisme, c'est le nom officieux. On retrouvait 7 participants, participantes qui sont parmi le noyau dur ou les participants les plus actifs de la revue Le Débat. Donc le fait que plusieurs intellectuels du débat, au moment de la fin de la revue, ont pris part à ces initiatives, ça révèle une certaine disposition commune à une forme d'engagement. Alors je me suis, un peu comme Pierre Nicolas, interrogé sur leur motivation ici, en repartant de la revue Le Débat, pour essayer de comprendre en quoi cet espace a été si singulier. Et donc, une fois n'est pas coutume, j'ai reprends à mon compte la problématique journalistique en me demandant à mon tour de quoi la fin du débat est-elle le nom? Alors par contre, j'ai pas été satisfait par l'explication, par la fin de la possibilité du débat démocratique, la fin des intellectuels français, etc. Donc je propose de suivre une autre piste. Je fais l'hypothèse qu'avec la disparition du débat, c'est aussi, et peut-être surtout, un espace intermédiaire, singulier, entre sciences sociales et intervention politique, qui s'est refermé en 2020. Et donc, on peut pas comprendre la disparition de la revue et l'émoi que ça a suscité sans observer les conditions spécifiques de production et de diffusion d'idées, mais aussi d'intervention que la revue a assurées pendant 40 ans. Et pour le dire encore plus explicitement, par rapport au sujet qui nous rassemble, je fais l'hypothèse que l'arrêt de la revue et la mise en discussion publique de la liberté académique à laquelle ont participé une partie de ses contributeurs, contributrices, procède d'une seule et même logique, qui est celle d'une marginalisation progressive d'un certain mode de production d'idées et d'intervention intellectuelle euh, incarné par la revue Le Débat, et de fait une marginalisation aussi des intellectuels qui y sont associés, ce qu'a montré Pierre Nicolas juste avant. Donc cette réflexion, pour la resituer un petit peu, elle repose donc sur le travail que j'ai mené dans le mémoire, au cours de mon mémoire de master, qui portait précisément sur les résistances à la question raciale dans le champ intellectuel français à partir du cas de la revue Le Débat. Empiriquement, je m'appuie sur un corpus de 253 articles de la revue, mais aussi sur une prosopographie et sur quelques entretiens réalisés avec des figures de ce que j'ai donc identifié comme étant le noyau dur de la revue. Et sur le plan théorique et méthodologique, pour n'en dire qu'un mot, je retiens donc un raisonnement en termes de champ, assez classique en sociologie des intellectuels, et je m'inspire très largement de plusieurs travaux qui adoptent la démarche de l'histoire sociale des idées politiques. Alors c'est assez difficile de classer la revue Le Débat, d'autant plus que les catégories qu'on utilise habituellement pour le faire prennent un sens très spécifique dans le contexte français, hein. On parle de revue généraliste, revue d'idées, ce qui sert à l'opposer aux revues dites spécialisées, donc notamment les revues scientifiques. Ce modèle des revues intellectuelles, il est particulier dans le contexte français, il est assez difficilement saisissable, mais pour le saisir, je pense qu'on peut se demander assez concrètement comment fonctionne une telle revue, quelle forme prennent les articles qui y sont publiés, et comment sont-ils sélectionnés, et à quel type d'intellectuel aussi un tel espace, une telle revue est destinée. Donc j'ai essayé d'identifier plusieurs caractéristiques en les présentant de manière assez schématique pour rendre plus fluide mon propos. La première caractéristique du débat, c'est que c'est une revue qui fonctionne sans comité de rédaction. Donc officiellement, Pierre Nora est le directeur et Marcel Gaucher est son rédacteur en chef. Je dis officiellement parce que durant toute la deuxième moitié de la vie de la revue, Marcel Gaucher organisait quasiment tout. Pierre Nora a toujours eu un mot à dire et est toujours intervenu dans les prises de décision, mais c'est Marcel Gaucher qui gérait le débat à la fin. Et Marcel Gaucher et Pierre Nora donc sont épaulés par une troisième tête que vous avez aussi sur le PowerPoint, qui est Christophe Pomian, un historien un peu moins connu, qui a joué un rôle de conseiller. Donc toutes les décisions, elles sont prises à trois en général, et parfois par quelques sollicitations informelles d'auteurs ou d'autrices qui sont habitués de la revue, qui font partie de ce noyau dur dont j'ai parlé.
La deuxième caractéristique, elle se rapporte à l'ambition de Pierre Nora et Marcel Gaucher. Au cœur de leur projet, il y a l'idée de lutter contre ce qu'ils appellent la réduction médiatique, qui marque selon eux la vie intellectuelle à la fin des années 70. Donc c'est l'idée qu'on tend vers une exhibition publique des intellectuels, qu'on les transforme en professionnels de la communication. Or, eux, ils entendent promouvoir une intervention intellectuelle qui soit basée sur des discussions éclairées et raisonnées, en priorisant l'actualité de fond plutôt que l'actualité immédiate. La troisième caractéristique, alors là je vais m'y attarder un peu plus, la revue Le Débat, elle a vocation, en plus de lutter contre la réduction médiatique, de lutter contre la spécialisation universitaire. Alors ça c'est aussi une tendance qu'ont identifié Pierre Nora, Marcel Gaucher au tournant des années 80. Pour Pierre Nora, je le cite, la période, le tournant des années 80 est marquée par un transfert du littéraire au scientifique qui fait disparaître ce qui faisait jusqu'alors la magie des intellectuels. Donc selon eux, les directeurs de la revue, les chercheurs et chercheuses en sciences humaines sont de plus en plus spécialisés sur leur sujet et donc de moins en moins aptes à produire des analyses globales. Et donc pour remédier à ça, ils vont chercher à imposer à travers cette revue, le débat, le modèle de l'intellectuel démocratique, donc par opposition à d'autres formes d'engagement jugées archaïques, hein, comme l'intellectuel total incarné par Sartre ou l'intellectuel spécifique incarné par Foucault. Donc là, la particularité, c'est que la compétence de cet intellectuel démocratique, elle repose moins sur des procédures formalisées de démonstration que sur la capacité à s'extraire des modalités de production propres aux sciences sociales pour adopter une posture qui soit une posture savante, en étant capable de fournir des analyses générales sur les enjeux de son temps. Donc, je vous ai mis une citation de Marcel Gaucher qui précise un peu ça, hein. Si des gens qui ne sont pas répertoriés universitairement comme spécialistes de tel champ ont envie de parler d'autre chose que de leur domaine de spécialité, si Paul Venn veut parler de l'histoire de l'art, moi ça me va, il n'y connaît rien, c'est un amateur, il n'y connaît rien au sens technique du mot, mais il dit des choses intéressantes et c'est tout ce qui m'intéresse. Voilà, c'est une philosophie. Voilà pour la troisième caractéristique, et donc la quatrième, elle découle, elle est directement liée à la précédente, c'est qu'il s'agit de produire des analyses qui ne soient pas donc trop médiatique, pas non plus trop spécialiste. Et de ce point de vue, dans le débat, on s'attache, on a à cœur à ouvrir la revue, ouvrir la discussion, ouvrir le débat à précisément des non-spécialistes ou des praticiens, euh, tant que leurs idées, tant que leurs arguments sont intéressants, ce qu'apprécient donc seuls Pierre Nora, Marcel Gaucher et Christophe Commiel. Donc là, on a aussi une citation de Marcel Gaucher qui nous dit que les spécialistes, on sait d'avance ce qu'ils vont dire. Effectivement, ils sont compétents, c'est pas la question, mais ça n'a généralement qu'un intérêt limité. Alors que les amateurs, les jeunes gens qui ne sont pas encore dans le champ, les gens qui arrivent de l'extérieur avec une expérience, une des choses sur lesquelles on a toujours insisté, c'est de faire parler des praticiens par rapport au monde de la pure intellectualité, donc des hauts fonctionnaires, des policiers, des militaires, des juges, des médecins. Alors, ces caractéristiques de la revue Le Débat, elles en font un espace assez singulier, hein. C'est un espace qui n'est ni de droite, ni de gauche, ni trop technique, c'est-à-dire universitaire, ni trop vulgaire, c'est-à-dire journaliste. Espace qui favorise des discussions raisonnées de non-spécialistes euh, sur un mode savant, mais qui sont en même temps libérés des contraintes théoriques, empiriques et méthodologiques qui caractérisent la production scientifique. Donc, à travers cette revue, Marcel Gaucher et Pierre Nora défendent ce qui peut être envisagé, ce que j'envisage en tout cas comme une proposition symbolique dans le champ intellectuel, proposition symbolique qui fait de cette revue un espace à part entière de la lutte pour la définition du mode d'intervention intellectuelle légitime et plus largement du mode de description légitime du monde social. Donc, de ce point de vue, c'est un espace qui, en dépit du fait que c'est un espace qui n'a pas de prétention scientifique, c'est un espace qui entre en tension avec le champ scientifique et ses logiques. Donc ça peut être intéressant d'observer le rapport avec les sciences sociales qui est entretenu par les intellectuels intervenant régulièrement dans la revue, et c'est à ça que je consacre cette deuxième partie. Donc comme je l'ai dit, le débat, c'est pas une revue qui a une quelconque prétention scientifique. Ça, c'est reconnu et assumé par Pierre Nora et Marcel Gaucher. Mais pour autant, ils expliquent très régulièrement qu'ils mènent cette revue avec pour exigence, là je cite Pierre Nora, la vérité et la qualité. Donc là, il y a une forme de tension, puisque tout en se tenant à distance des normes de scientificité, des contraintes, donc je le redis, théoriques, empiriques, méthodologiques, qui fondent la légitimité des savoirs de sciences sociales,
Le débat prétend produire des articles qui décrivent le monde politique et social sur la base de discussions éclairées, d'analyses rationnelles. Et cette ambiguïté, elle se rejoue dans le fait que la majorité des contributeurs et contributrices de la revue sont des universitaires. Donc, par exemple, sur l'échantillon que j'ai particulièrement étudié, donc des 142 auteurs et autrices qui sont intervenus sur la question raciale entre 1980 et 2020 dans le débat, les deux tiers occupent ou ont occupé une position universitaire au moment de leur publication. Donc avec tout ce qu'on a vu dans la première partie, le fait que les auteurs-autrices sont souvent sollicités pour s'exprimer sur des sujets qui ne relèvent pas de leur domaine de spécialité, le fait que ça soit fait dans un style volontairement distinct des canons académiques, le fait qu'il n'y ait aucun dispositif d'évaluation aussi, ben, on comprend mieux la spécificité, l'exceptionnalité de cet espace, ce dont sont conscients hein, les auteurs-autrices centraux, centrales du débat, et que même certains et certaines revendiquent. Donc je vous ai aussi mis cette citation d'une enquêtée. Le débat ne prétend pas être une revue scientifique, c'est une revue privée publiée par un éditeur sans subvention académique. Il y a des notes de bas de page, mais on n'est pas obligé. C'est une revue intellectuelle sur le même plan que commentaires, esprits, cités, etc. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de confusion des arènes. Et du coup, pour moi, c'est très clair que cette revue nous permet justement de pouvoir intervenir publiquement sur des sujets politiques d'actualité sans avoir le sentiment de confondre les arènes, et ça, c'est extrêmement précieux. Donc, ce que permet la revue pour les universitaires, c'est une intervention dans un registre hybride qui autorise deux choses, au moins deux choses. D'abord, la distinction formelle entre le travail scientifique produit par ailleurs et les prises de position politiques. Et Pierre Nora et Marcel Gaucher entretiennent assez savamment ça, hein, ils en sont conscients et ils ont à cœur de l'entretenir, cette idée qu'il est possible de s'extraire de sa position dans le champ scientifique. Euh, et ça passe notamment par donc, des stratégies éditoriales, par exemple le fait de ne pas associer de biographie des auteurs aux articles, en début d'article ou en fin d'article, puisqu'ils souhaitent que les textes puissent être jugés sur leur qualité intrinsèque et non en fonction de la position ou du prestige de leur auteur ou autrice. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que, et en conséquence, euh, c'est que cet espace autorise à prendre position dans le débat public sur des sujets hors de sa spécialité, sans se plier aux exigences scientifiques, mais sans compromettre sa position dans le champ académique. Donc ici, mon hypothèse, c'est que ce brouillage des registres, c'est un autre ressort fondamental de la revue Le Débat et que c'est aussi ça qui permet de comprendre pourquoi cette revue est autant regrettée. Mais pour comprendre plus précisément pourquoi certains agents sont régulièrement intervenus dans cet espace, au point pour certains et certaines que ce type d'intervention constitue presque l'essentiel de leurs activités, il faut observer une disposition commune qui se résume simplement par le fait d'entretenir un rapport distancié ou un rapport étant devenu distancié aux sciences sociales. Alors ce rapport, il peut prendre plusieurs formes, hein, allant du simple cumul des activités au désengagement progressif de la fonction académique, en passant par la reconversion professionnelle ou le rejet, voire même la dénonciation des travaux émergents dans son champ. Mais il constitue dans tous les cas, ce rapport distancié aux sciences sociales, un trait structurant du collectif informel que forment les contributeurs et contributrices du débat. Donc cette distance vis-à-vis des sciences sociales, il a fallu la tester, la mesurer, l'objectiver, et donc elle se manifeste notamment au cours des entretiens par une méconnaissance des travaux récents, et y compris, et peut-être surtout, lorsque ces travaux portent sur des objets sur lesquels les intellectuels interrogés prennent position justement dans l'espace public. Par exemple, lorsqu'on interroge une enquêtée à propos de la sociologie d'aujourd'hui, quels sont les travaux qui vous ont inspiré dernièrement ou les auteurs qui auraient retenu votre attention? Oh, je ne lis plus la sociologie parce qu'elle est partagée entre des études micro-spécialisées ou bien du militantisme. Et un deuxième extrait à propos de la sociologie de la race, on nous explique, il y a, je suppose, et je dis je suppose parce que je n'ai pas lu, dans les écrits de chercheurs en sciences sociales, sur l'histoire des rapports sociaux de race, etc., des écrits infiniment plus subtils et justes et intéressants que ceux de Françoise Vergès. Donc, là, c'est intéressant parce qu'on observe en plus d'une méconnaissance de cette littérature que se mêle une défiance, notamment vis-à-vis de la politisation supposée de certains travaux
ce qui se traduit par la dénaturation de certains concepts et par une forme de mépris aussi pour les chercheurs et chercheuses qui les mobilisent. Euh, donc sur l'intersectionnalité, lorsqu'on demande une définition, on nous explique l'intersectionnalité, c'est cette idée dont j'ai de la peine à voir l'originalité, qui consiste à vous expliquer qu'il faut étudier les faits sociaux d'abord dans une perspective de lutte, et d'autre part de lutte dans lesquelles on peut avoir des cumuls de discrimination, d'exclusion, etc., qui font qu'il est intéressant de mettre le projecteur sur ces situations de cumul. C'est une idée absolument creuse et d'une banalité sans fond. Donc, voilà, on remarque une posture de discursive, de surplomb, qui est autorisée par toutes les dérogations aux règles élémentaires de la discussion scientifique qu'on a identifiées précédemment et qui sont au cœur de la revue. Et ce rapport, pour donner un dernier exemple, ce rapport aux sciences sociales, donc, il se retrouve dans les analyses qui sont formulées dans les articles de la revue et dans les explications qui sont proposées euh, à propos de certains phénomènes sociaux. Par exemple, dans un article donc qui s'intitule Libre propos sur l'égalité, la science et le racisme. Le philosophe Jean-Pierre Dupuy nous explique, on dit les hommes ont peur de la différence et là est la source du racisme. Est-ce que j'ai un petit peu de mal à lire? Et là est la source du racisme. Il faut donc au contraire valoriser égalitairement les différences, respecter ma différence. Quelle erreur! Comment ne voit-on pas que ce dont les hommes ont peur, c'est de l'indifférenciation, l'égalité négatrice par principe des différences et donc la source de la crainte mutuelle. Les hommes ont peur du même, et là est la source du racisme. Donc voilà pour vous donner une illustration du type de propos et du type d'explication que propose et que permet cet espace d'intervention, de production d'idées, qu'est la revue Le Débat. Alors pour conclure, rapidement, j'ai donc montré que le débat n'était pas un simple espace de publication, c'est un espace organisé configuré de façon singulière, qui a été pensé selon certains objectifs, et qui pour ça a porté, a promu un mode d'existence et d'intervention intellectuelle spécifique, qui a été favorisé par certains universitaires. Et ce que je propose dans cette communication, c'est donc d'apprécier la disparition du débat à partir de cette position intermédiaire et des positions et prises de position des auteurs et autrices qui l'ont suivi. Et donc, sur la base de tous ces éléments, pour répondre à la question de départ, de quoi la fin du débat est-elle le nom, je dirais plutôt que l'arrêt de la revue traduit sans doute l'accroissement d'un écart entre les normes selon lesquelles les sciences sociales tendent à être produites aujourd'hui, donc la manière dont les chercheurs et chercheuses en sciences sociales travaillent, et la forme de production d'idées, d'intervention intellectuelle qui a été portée par la revue pendant 40 ans. Autrement dit, si la disparition du débat, c'est le symptôme de quelque chose, c'est peut-être plutôt celui d'une transformation des conditions de la production des sciences sociales, des contraintes auxquelles il s'agit désormais de se plier pour prétendre décrire ou analyser le monde social avec une légitimité scientifique. Et à propos de ces contraintes, on peut d'ailleurs noter qu'elles sont renforcées par la mise en concurrence accrue des carrières académiques, ce qui encourage largement les publications dans les revues scientifiques plutôt que dans les revues généralistes comme Le Débat. Et donc ça, c'est effectivement au détriment de ce type de revue. Donc voilà, l'hypothèse que je fais, c'est que l'expression d'une inquiétude à propos de la disparition du débat et l'engagement simultané dans la défense de la liberté académique, dans lesquels se retrouvent plusieurs intellectuels de la revue, sont en fait indissociables et liés à une certaine conception de la liberté académique. Et à travers la défense proclamée de cette liberté académique, euh, c'est peut-être en réalité un certain mode de production et d'intervention intellectuelle qui est défendu et qui est donc celui qu'a incarné pendant 40 ans la revue Le Débat.